Bonjour, je suis Yann Verling, je suis candidat aux élections européennes à la tête de la liste Écologie positive et territoire. Hier a eu lieu un premier débat entre candidats, mais seulement certains candidats. Alors, les médias ne donnent pas la parole à tout le monde. Moi, j'ai pensé utile de pouvoir m'exprimer sur toutes les questions qui ont été posées aux candidats pour vous faire connaître la position de la liste que je vais conduire sur tous les sujets qui ont été abordés dans le débat hier. Ce premier grand débat des européennes, il va durer, on va donner quelques règles du jeu Nathalie, il va durer 2h30, 150 minutes réparties en 4 grands thèmes. On va commencer par l'agriculture et l'environnement avec cette question, le pacte vert est-il trop contraignant ? Ensuite, ce sera la gestion des flux migratoires. Quelle immigration voulons-nous pour l'Europe ? Thème très important, la guerre en Ukraine. Ce sera au cœur de notre troisième partie avec cette interrogation. L'Europe peut-elle se défendre seule ? Et enfin, un thème lié au coût de l'énergie. L'Europe peut-elle garantir l'indépendance énergétique et le pouvoir d'achat des Français ? Et pour lancer cette soirée et donc donner le coup d'envoi de ces élections européennes, nous allons vous poser à tous une question très simple. Faut-il plus ou moins d'Europe ? Vous aurez 1 minute pour répondre. Ce sera en quelque sorte votre profession de foi européenne. Okay. Très clairement, la réponse à cette question, c'est plus d'Europe. Mais d'abord, la première des choses que je veux dire, c'est que quand je dis plus d'Europe, c'est une Europe aussi qui doit être plus démocratique. Aujourd'hui, ce qui est le plus reproché à l'Europe, c'est son manque de proximité avec les citoyens européens. C'est aussi le manque de lisibilité démocratique aujourd'hui et de compréhension de qui fait quoi, de qui est légitime pour dire ce qu'il dit. On entend beaucoup, par exemple, la Commission européenne édicter ou annoncer des nouvelles mesures, des nouvelles directives. On a l'impression qu'elle agit sans contrôle démocratique et il faut dire que c'est un peu vrai. Donc, plus d'Europe, ça c'est certain, on a besoin d'un continent européen qui est beaucoup plus fort encore qu'il ne l'est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, à ceux qui disent moins d'Europe, on voit bien la conséquence que cela aurait, c'est évidemment une situation dans laquelle on serait affaibli, alors même que des grands ensembles continentaux sont très puissants et ne nous veulent pas forcément que du bien. On pense évidemment à la Russie, mais d'un point de vue commercial, ce qui se passe avec les États-Unis, avec l'Amérique du Sud et aussi avec la Chine, bien évidemment, ne nous invite pas à nous affaiblir, mais bien au contraire à nous renforcer. Donc c'est pour cela qu'il faut plus d'Europe. Et puis l'Europe, c'est aussi un continent de valeurs communes. Nous avons en partage 2000 ans d'histoire et puis une construction de valeurs qui nous sont communes. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce sont des valeurs qui sont partagées sur la planète tout entière? Bien évidemment que non. Les valeurs démocratiques, les valeurs de droits de l'homme, les valeurs de respect des différences, tout cela n'est pas une réalité dans beaucoup de pays du monde. Et donc il faut aussi protéger cela, protéger ces valeurs. Donc il faut plus d'Europe, ça c'est absolument certain. Mais je disais qu'il fallait aussi accepter que on puisse changer encore un certain nombre de choses pour les améliorer. Je pense par exemple que le fait que la Commission européenne est quelque peu trop autonome, à notre sens, dans sa façon de fonctionner, nous invite à se dire qu'on a besoin peut-être de réfléchir à faire de la Commission un véritable gouvernement européen, mais pour cela, donc, à l'issue des élections européennes, quand le Parlement européen sera élu, eh bien, on puisse faire comme dans toutes les démocraties, la constitution d'un gouvernement issu d'une majorité politique au sein du Parlement européen, donc les différentes forces politiques qui peuvent s'entendre pour faire une majorité au Parlement européen, eh bien, proposent un, entre guillemets, Premier ministre, en l'occurrence un président ou une présidente de la Commission européenne, et ce président ou cette présidente constitue une équipe, un gouvernement, et si possible, si on pouvait éviter d'avoir, comme on l'a aujourd'hui, un commissaire par État, mais plutôt une cohérence politique, ce serait un petit peu plus logique et plus cohérent. Et puis, il faut aussi créer plus d'unité européenne avec une constitution européenne. On a eu ce débat en 2005, est-ce qu'on veut une constitution ou pas ? Ça a été rejeté, mais parce que ça a été mal présenté, et surtout on nous a présenté quelque chose qui n'était pas une constitution, mais un traité qui était extrêmement lourd. Et donc nous, on veut une constitution européenne, quelques articles extrêmement lisibles, extrêmement clairs, proposés au référendum à l'ensemble des citoyens européens le même jour. C'est quelque chose qui peut recréer une forme d'unité qui aujourd'hui est un petit peu en train de se déliter au niveau européen. Puis je voudrais dire un dernier mot,
qui est d'attirer l'attention des électeurs, tous les électeurs qui vont se rendre aux urnes le 9 juin prochain, sur les listes qui avancent masquées. Il y a des listes qui clairement disent « nous ne sommes pas pour plus d'Europe, nous sommes pour moins d'Europe ». Le Rassemblement national, le Parti communiste, la France insoumise, ils sont absolument clairs. Voilà, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais il y a deux listes, je trouve ambiguës et qui avancent masquées. C'est la liste d'Europe Écologie Les Verts d'une part, et c'est la liste conduite par Raphaël Glucksmann. Pourquoi? Parce qu'officiellement, ils disent qu'ils sont pour plus d'Europe. Mais quand, il y a 2 ans, ils ont signé, le Parti socialiste, Europe Écologie, avec la France insoumise, un accord électoral aux législatives en 2022, eh bien cet accord était très clair sur le fait qu'ils se donnaient la possibilité, s'ils étaient au pouvoir, de ne pas mettre en œuvre les directives européennes qui ne leur conviendraient pas. Et ça, c'est une option profondément anti-européenne, qui est dictée certes par la France insoumise, mais que les Verts et que le Parti socialiste ont signé. Donc moi, je dis une chose très simple aux électeurs. Faites attention à ne pas vous faire leurrer. Certes, pour ces élections européennes, ces deux listes se présentent comme pro-européennes, mais c'est le temps des élections européennes pour faire leurs élus. Et dès le lendemain des élections européennes, il y aura à nouveau, je le crains, une reconstitution de la NUPES qui a comme fondement des idées profondément anti-européennes. Donc, je vous invite à la cohérence. Nous sommes une liste qui est clairement pro-européenne et nous n'avons pas d'ambiguïté sur cette question-là au regard d'autres accords électoraux que nous masquons le temps des élections européennes. Je vous propose d'ouvrir tout de suite le premier thème. Pendant 30 minutes, nous allons parler d'agriculture et d'environnement avec cette question: le pacte vert est-il trop contraignant ? Alors pourquoi l'agriculture pour commencer? D'abord parce qu'on veut tous une alimentation saine dans nos assiettes, parce que la colère du monde paysan, elle résonne dans toute l'Europe depuis des semaines, parce que cette colère, elle se nourrit, on va vous entendre les unes et les autres, à tort ou à raison, d'une critique d'une Europe déconnectée. Et puis enfin, parce que la politique agricole commune, regardez ce chiffre, c'est le premier poste de dépense de l'Union européenne, 33% du budget en 2022. Un mot du pacte vert, Green Deal, dont on va aussi beaucoup parler dans cette première partie du débat, c'est la feuille de route des 27 pays de l'Union pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Il faut savoir qu'aucune des mesures prévues pour l'agriculture dans ce pacte vert n'est vraiment entrée en vigueur, mais de nombreux agriculteurs rejettent déjà une grande partie de ces mesures. Sous la pression du monde paysan, le projet phare de baisse de 50% de l'usage des produits phytosanitaires d'ici 2030 a été déjà retiré. La question qui est posée sur le pacte vert, l'agriculture, la politique agricole commune est fondamentale. La politique agricole commune, on peut considérer ça comme une des deux grandes politiques de l'Union européenne avec les fonds structurels. Donc c'est une question évidemment très importante parce que chaque député qui va être élu au Parlement européen pour la prochaine mandature aura à nouveau à se prononcer régulièrement sur l'évolution de la politique agricole commune. Alors est-ce qu'on va trop vite ? Très franchement, je pense qu'il faut qu'on ait conscience que, d'une part, nous, en tant qu'écologistes, bien évidemment, on veut que la politique agricole commune se verdisse et se verdisse et se verdisse encore, bien évidemment. Mais elle ne se fera pas si les agriculteurs n'adhèrent pas aux réformes, n'adhèrent pas aux changements. Et est-ce qu'aujourd'hui, on les accompagne bien? Est-ce qu'on construit cette transition avec eux et avec leur adhésion? Force est de constater que non. Donc, la question qu'il faut maintenant se poser, c'est est-ce que le dialogue existe suffisamment? De toute évidence, non. Il n'existe pas. Il y a une distance prise entre les agriculteurs avec le monde agricole et ce qui est décidé à Bruxelles. Donc, plus de proximité, ça demande à ce qu'on construise un véritable dialogue européen. Et nous avons des propositions très simples. La première, c'est qu'il existe, justement pour ce dialogue, l'Union européenne organise un Grenelle de l'environnement, un Grenelle de l'agriculture à l'échelle européenne pour que précisément toutes les organisations agricoles et les instances européennes discutent ensemble de ce qu'on attend aujourd'hui des agriculteurs pour faire la transition écologique qu'on attend d'eux, et puis répondre dans le même temps à toutes les exigences qu'on leur demande, qui est quand même encore et toujours bien évidemment les fondamentaux qui sont de nourrir les gens.
Mais effectivement, il faut faire attention à la vitesse à laquelle on va. Donc un Grenelle, pour trouver des compromis nouveaux, ça me semble extrêmement important à l'échelle européenne. Ensuite, il faut entendre un point très important qui est une réalité pour l'ensemble des agriculteurs européens, c'est que pour beaucoup d'entre eux, beaucoup de ces agriculteurs, ils n'ont pas aujourd'hui les revenus minimums nécessaires pour pouvoir mener à bien leur activité et vivre de leurs activités. Et donc, une des mesures importantes que nous voulons porter au Parlement européen, pour justement ne pas mettre en danger toute la politique agricole et tout le verdissement, c'est d'assurer à travers la politique agricole commune, la PAC, un revenu minimum pour chaque agriculteur. Un revenu minimum pour chaque agriculteur, la PAC c'est 9 milliards d'euros en France, c'est des sommes considérables à l'échelle européenne. Elle a les moyens d'assurer ce minimum, ce revenu minimum pour chaque agriculteur, une espèce de socle qui fait que, bien sûr, certains peuvent gagner plus, mais au moins on est certain que tous vont au moins avoir un minimum. Donc la PAC doit pouvoir assurer un revenu minimum pour tous les agriculteurs. Si on répond à ces questions de manière claire, le dialogue et les revenus minimums, on pourra continuer à avancer dans la direction d'un verdissement de l'agriculture européenne. Puis dernier point, pour rester dans cette direction d'un verdissement de la politique agricole commune, pour ne pas la mettre en danger, il faut évidemment considérer ce que nous disent les agriculteurs, c'est qu'ils ne voient pas pourquoi on leur demande de respecter des normes environnementales qui sont d'ailleurs parmi les meilleures du monde, et que dans le même temps, on accepte de commercialiser des produits alimentaires qu'on importe, qui viennent d'autres continents et qui, eux, ne respectent pas ces mêmes normes environnementales. C'est évident qu'il faut répondre à cela. Et la réponse la plus simple, c'est bien évidemment d'interdire les produits alimentaires qu'on importe qui ne respectent pas nos normes environnementales. Ça paraît une mesure élémentaire qu'il faut mettre d'urgence en place, de sorte que, bien évidemment, il n'y ait plus de distorsion de concurrence entre ce que nous produisons en Europe, avec les normes auxquelles nous tenons, et ce qui est importé depuis d'autres pays qui ne respectent pas nos normes environnementales, et d'ailleurs également normes sociales. Oui, quelle immigration pour l'Europe? Nous allons maintenant donc débattre d'un sujet qui devrait aussi vous faire réagir, l'immigration. L'immigration dont plusieurs d'entre vous ont fait leur thème central de campagne. Quelques chiffres à garder en mémoire avant ce débat. Plus d'1 million de réfugiés ont fait une demande d'asile en 2023. Ce sont les statistiques de l'Agence de l'Union européenne de l'asile. On va voir, je crois, ça s'affiche sur l'écran. Et puis un autre chiffre, oui, à avoir en tête dans ce débat, c'est 400 000 entrées irrégulières. Ça, ce sont des chiffres de Frontex. L'agence européenne qui contrôle et qui comptabilise les flux migratoires. Dans les deux cas, c'est plus 15%. Cette question de l'immigration est évidemment le sujet sur lequel, bien évidemment, beaucoup de forces politiques, parmi les plus populistes, vont essayer de gagner le plus de voix en agitant beaucoup de peur. La première des choses que j'ai envie de dire, c'est que l'Europe n'a jamais été fermée à l'immigration. Jamais. Dans son histoire, ça n'a jamais été une réalité. Pour peu que quelqu'un, que parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vous ayez un peu parcouru le monde, vous verrez à quel point l'Europe est peut-être un des continents les plus colorés, si je puis dire, en comparaison d'autres continents où bien évidemment il y a eu beaucoup moins d'immigration, il y a beaucoup moins de mélange. Et quel est le côté positif de tout cela quand même? C'est qu'on a construit un ensemble continental de tolérance, où la laïcité s'est imposée aussi, parce qu'à un moment donné on s'est dit il faut des règles de vie communes où on s'accepte dans nos différences, et ça on y tient quand même beaucoup. Bon, ayant dit cela, bien évidemment qu'il faut aussi maîtriser l'immigration, notamment l'immigration illégale. Et pour cela, il a été mis en place un certain nombre de mesures au niveau européen qui consistent en théorie à faire en sorte que l'ensemble de l'Union européenne, des pays des États membres, soient solidaires des pays qui sont en première ligne par rapport à cette immigration illégale qui est surtout méditerranéenne. Et cette solidarité aujourd'hui, elle est mise en danger, donc il faut renforcer cette solidarité. Il faut aussi qu'on puisse avoir, au niveau européen, un système qui fasse que quand un migrant, quelqu'un qui est candidat à l'immigration arrive sur notre sol et qu'il n'est visiblement pas en situation légale, on puisse traiter sa situation à l'endroit où il arrive et très rapidement. Aujourd'hui, vous le savez, quelqu'un qui arrive sur le sol européen peut se retrouver à errer, si je puis dire,
sur le continent européen des mois et des mois durant en attendant la réponse qu'on peut lui apporter sur sa situation. Et ça, évidemment, ça crée des drames humains inacceptables. Donc il faut des réponses rapides, immédiatement au moment où la personne arrive sur le sol européen, avec évidemment des reconduites si il y a refus, et ça aussi des reconduites qui doivent être rapides. Il faut aussi rappeler, nous voulons rappeler cela parce que c'est des choses qu'on oublie, c'est que dans le système d'immigration, il y a une immigration aussi qui est le fruit d'une demande d'asile politique. Il y a plein de pays encore aujourd'hui où des gens sont persécutés et qui peuvent venir en Europe pour demander un asile politique. Et il faut continuer bien évidemment à être une terre d'asile politique. Et je pense notamment aux femmes qui peuvent être persécutées dans leur pays. On pense à l'Afghanistan, à l'Iran. Il faut pouvoir rester un territoire, un continent refuge pour ces personnes persécutées. Et puis il y a une idée qui a émergé dans le débat français notamment, mais qui mérite d'exister au niveau européen, qui est d'envisager une immigration aussi choisie, une immigration que nous-mêmes nous décidons d'organiser pour répondre à des besoins qui peuvent être nos besoins d'un certain nombre de filières économiques qui sont en tension. Là aussi, des réponses européennes peuvent être construites intelligemment, mais pour cela, il faut quand même globalement dépassionner le débat, être un peu plus objectif dans la situation, mais être dans un plus grand contrôle également. Voilà. Notre position, elle est équilibrée et en même temps, elle doit rester sur des fondamentaux de ce qui a fondé les principes d'accueil que l'Union européenne a pu construire à travers les siècles, disons-le clairement. Et on parle donc de la question de l'Ukraine, la guerre en Ukraine avec ce thème, l'Europe peut-elle se défendre seule? On parlera tout à l'heure d'indépendance énergétique et de pouvoir d'achat. Voilà, si vous nous rejoignez, vous avez le programme de la fin de notre débat. Je vous propose un chiffre pour lancer ce débat sur l'Ukraine. Le montant de l'aide de l'Union européenne apportée à l'Ukraine depuis le début du conflit, ça s'élève à 85 milliards d'euros. Faut-il faire beaucoup plus? Quelle stratégie face à Vladimir Poutine? Emmanuel Macron a-t-il fait une erreur ou au contraire réveiller les Européens en évoquant la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine? Voilà quelques-unes des lignes. Je suis certain que les unes et les autres, vous allez vous opposer sur ces questions. Le débat sur l'Ukraine qui vient de démarrer en France avec un certain nombre de prises de position des autres listes est très éclairant. Vous avez vu qu'un certain nombre de listes se sont abstenues ou ont voté contre le soutien à l'Ukraine. D'une certaine manière, les masques sont tombés et c'est une bonne chose de clarifier les choses parce que les listes qui, comme par hasard, sont également celles qui sont les plus critiques envers l'Europe, qui disent qu'elles veulent moins d'Europe, c'est aussi celles qui disent qu'elles veulent ne plus soutenir ou ne pas soutenir fortement l'Ukraine dans son effort de guerre pour résister à l'agression de Vladimir Poutine. Cette ambiguïté, en fait, ce n'est pas une ambiguïté. Il y a évidemment à comprendre là-dedans que dans l'affaiblissement de l'Europe, dans le fait qu'on ne soutienne pas l'Ukraine de la part de ces formations politiques, il y a une mise en danger, une ouverture d'esprit vis-à-vis de Vladimir Poutine, plus ou moins directe, mais en tout cas, on le sait, si demain ces forces politiques ont en main l'avenir de l'Europe et l'avenir de la France, eh bien on sait qu'on va être en danger par rapport aux intentions de Vladimir Poutine, on ne sera pas en capacité de résister. Donc nous, c'est très clair. Pour nous, le soutien à l'Ukraine, il est indispensable. Nous devons évidemment gagner la bataille. Nous devons éviter que Vladimir Poutine ne remporte cette guerre. C'est une ligne extrêmement importante à garder. Nous devons faire en sorte que, quoi qu'il arrive, s'il y a un jour des négociations de paix, et il y en aura, surviennent, eh bien, ce soit des négociations qui se fassent dans un rapport de force qui nous soit favorable. Quand je dis nous sommes dans le même camp que l'Ukraine, donc c'est le nous avec l'Ukraine, c'est ce camp-là qui doit être dans un rapport de force favorable. Donc bien évidemment que dans un premier temps, il est hors de question, comme certaines forces politiques le demandent, qu'on commence à discuter de paix alors qu'on est dans la guerre et que justement le rapport de force n'est pas très bon. Donc il faut renforcer le soutien à l'Ukraine pour que, bien évidemment, l'ouverture de discussion avec Vladimir Poutine se fasse dans une situation où il est en situation de faiblesse et pas en situation comme aujourd'hui, plutôt de force. Et puis, il y a la question de l'adhésion de l'Ukraine. Ça, c'est une question l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, puisque c'est un débat qui a été ouvert. Là encore, on pourrait être tenté de dire attendons, retardons cette situation. C'est vrai qu'il y aurait besoin de renforcer encore
la démocratisation de l'Union européenne. On n'a pas suffisamment renforcé le système de gouvernance de l'Union européenne avec ces fameux votes à l'unanimité qui existent toujours. Mais là, on est dans un symbole très fort. Dire à l'Ukraine attendez avant d'entrer dans l'Union européenne, c'est leur dire à nouveau vous n'êtes pas tout à fait parmi nous. Or là, le message à envoyer, comme pour l'adhésion à l'OTAN, c'est la même chose. C'est à un moment donné, c'est vous faites partie de notre camp, vous êtes avec nous, on vous soutient, vous êtes des nôtres. Et donc, bien évidemment que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne doit être ouverte le plus rapidement possible maintenant. On en vient maintenant au dernier débat, et non des moindres, c'est celui qui concerne le plus les gens sans doute, c'est leur pouvoir d'achat. Le coût de l'énergie joue un rôle important dans la hausse des prix. Or, les pays européens sont dépendants des puissances extérieures. Un chiffre quand même, la facture énergétique des Européens a augmenté de 63% entre 2021 et 2023. La question de l'énergie au niveau de l'Europe est un sujet qui n'existait pas tellement encore il y a quelques temps et qui, avec ce qui s'est passé en Ukraine et la dépendance qu'on a au gaz russe, nous a ouvert les yeux. Il y avait peut-être même avant cela la Covid qui nous a encore rappelé à quel point nous étions en dépendance par rapport à l'extérieur sur notre souveraineté. Le débat qui s'est ouvert, donc d'abord d'une part, nous invite à nous dire que nous avons besoin, encore et encore, de renforcer la solidarité européenne dans le domaine de l'énergie. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour assurer notre souveraineté. Nous pouvons bien sûr en grande partie assurer notre propre souveraineté énergétique nous-mêmes, mais il faut, puisque nous sommes dans un continent qui se veut solidaire les uns des autres, au sein de l'Union européenne, il faut encore et encore renforcer la politique énergétique commune et le cadre européen. Certains encore veulent en sortir, je pense que ce serait une erreur. Il faut au contraire renforcer le cadre européen en matière de solidarité entre les pays sur la politique énergétique. Et ne pas se mettre non plus pour autant les uns et les autres des bâtons dans les roues dans les choix énergétiques qu'on veut faire. La solidarité ne veut pas dire de se mettre des vétos et des empêchements les uns envers les autres vis-à-vis des choix énergétiques qui peuvent être faits. Tous les choix méritent d'être regardés. Par contre, la seule chose qui compte par ailleurs, c'est de ne pas faiblir ou de ne pas abandonner nos ambitions en matière de respect des accords de Paris, donc de décarbonation. Il se trouve que ça va avec la souveraineté, parce que quand on veut décarboner notre énergie, c'est-à-dire ne plus dépendre des énergies fossiles, il se trouve que ce n'est plus dépendre du gaz russe qui est la conséquence. Ce n'est plus dépendre non plus du pétrole qui peut venir des pays du Golfe. Là aussi, c'est une indépendance énergétique qu'on construit en faisant de la décarbonation. Donc les deux vont ensemble, donc ça tombe bien. Après, nous, la liste écologie positive et territoire, nous avons une option qui est beaucoup plus réaliste sur les questions énergétiques que, par exemple, Europe Écologie Les Verts. Réaliste parce que le mix énergétique pour nous, l'avenir énergétique de la France et du continent européen, c'est pour la décarbonation et la souveraineté énergétique, et puis aussi le pouvoir d'achat des Français, puisque quand on maîtrise son énergie, quand on la produit soi-même, on en maîtrise aussi le prix. Parce que vous savez que si aujourd'hui beaucoup de Français ont des factures qui explosent, notamment sur le gaz, c'est parce que nous dépendons des prix qui sont fixés en dehors de notre pays et même en dehors de notre continent. Le marché des énergies fossiles se fixe à l'échelle mondiale. Par contre, quand on produit notre propre énergie, on maîtrise évidemment les prix. Mais je veux revenir sur le mix énergétique et l'avenir énergétique et la vision énergétique que nous avons. Pour nous, bien évidemment, et là il y a consensus, donc il n'y a pas de divergence avec les autres listes, c'est qu'il faut beaucoup plus accentuer les politiques de sobriété et d'économie d'énergie. Économiser l'énergie, être plus efficace dans la consommation énergétique, ça évidemment c'est une priorité absolue. On pourra en faire beaucoup d'efforts encore pour être encore meilleur sur cette question de la sobriété. Mais ça ne sera pas suffisant. Il faudra produire de l'énergie malgré tout. Et produire de l'énergie, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit, si on veut décarboner en plus, si on veut se passer du gaz, si on veut se passer du pétrole. Eh bien l'avenir, ce sera bien évidemment les énergies renouvelables. On ne peut pas y renoncer. Il y a des listes et des forces politiques qui ne veulent plus d'éolien, qui ne veulent plus de solaire, qui ne veulent pas de méthanisation, y compris parmi les écologistes. Évidemment, ça ne tient pas la route et il faut développer les énergies renouvelables
Après, doit-on faire attention évidemment à l'acceptation citoyenne? Oui, mais quand même, globalement, il faut être clair, on a besoin de développer encore et encore les énergies renouvelables. Et puis, il y a la question du nucléaire, qui fait évidemment débat. Pour nous, c'est clair, le nucléaire fait partie du mix énergétique. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas se passer évidemment de l'existant, mais on ne peut pas non plus ne pas envisager d'avoir de nouvelles centrales nucléaires, notamment en France. Ça fait partie du mix énergétique. Parce que l'alternative, et là, je demande d'ailleurs aux autres listes, notamment à la liste d'Europe Écologie Les Verts, de nous expliquer comment on fait. Si la solution de demain en matière de production énergétique, c'est que des énergies renouvelables, là, pour le coup, effectivement, il y aura un problème d'acceptation citoyenne parce qu'il en faudra tellement que le pays sera largement couvert d'éoliennes et de champs solaires, beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc en réalité, de deux choses l'une, ou bien on accepte qu'on soit modéré et réaliste sur le développement des énergies renouvelables, aller le plus loin possible, mais respecter les paysages et les territoires, et en même temps, si on veut cet équilibre, il faudra évidemment accepter une part d'énergie renouvelable. En tout cas, nous, c'est notre ligne, c'est d'être sur un triptyque, sobriété, économie, énergie renouvelable et nucléaire. C'est ce mix-là. Et ça, c'est l'originalité de notre liste sur la question énergétique, c'est que nous sommes tout à fait cohérents sur ce qui nous paraît réaliste de faire et de proposer aux Français demain en matière de mix énergétique qui répondra à tous les sujets, souveraineté, pouvoir d'achat et décarbonation. Le débat que vous avez entendu avec les autres listes, 6 options, pour beaucoup étaient voisines, certaines étaient très différentes, mais voilà, moi j'ai pensé utile que vous puissiez entendre ce que nous vous avons à proposer. Si nous avions été au débat, vous auriez vu qu'il y aurait eu quelques nuances justement qu'on aurait apportées sur un certain nombre de sujets. Voilà, je pense que la démocratie mérite que nous utilisions tous les outils dont nous disposons aujourd'hui pour faire valoir nos idées. Nous avons décidé, nous, de nous insérer dans le débat pour que vous preniez connaissance de notre proposition, qui est une proposition originale du point de vue que c'est une écologie réformiste, réaliste et concrète que j'ai développée à travers les réponses. C'est une écologie qui est portée aussi par un certain nombre de formations qui tiennent à la décentralisation, à la place des territoires et qui, à mon avis, est tout à fait originale dans cette campagne électorale. J'espère que vous en avez pu en avoir un aperçu dans ces quelques réponses.